Imaginez que vous vouliez attraper le Soleil, dont la température tourne autour des 100 millions de degrés Celsius, pour l'enfermer dans une bouteille. On peut le faire en fabriquant une bouteille magnétique. Mais comparé à tout ce que l'homme a accompli par le passé, marcher sur la Lune ou séquencer l'ADN par exemple, c'est un sacré défi. Nous sommes paresseux. Entre suivre un chemin très facile ou suivre un chemin très difficile, nous choisirons toujours la première alternative. C'est pareil dans le domaine de l'énergie. Nous brûlons les combustibles fossiles, le charbon, le gaz naturel et le pétrole, ce qui altère l'environnement. Nous devons trouver une source d'énergie propre et inépuisable. La fusion en est une. Honnêtement, si nous ne parvenons pas à la maîtriser, nous serons condamnés. Notre objectif est de créer une étoile artificielle, mais les étoiles ont deux choses que la Terre n'a pas, leur gigantisme et leur masse. Ainsi, le Soleil est un réacteur de fusion remarquable qui jouit du soutien du grand public. Il fonctionne sur le principe de la gravité et possède un champ magnétique qui confine le plasma. Mais le Soleil est gigantesque, près d'1 400 000 km de diamètre. Comme on n'aura pas de réacteur aussi grand, il faut tout miser sur les champs magnétiques. C'est possible, mais complexe à mettre en œuvre sur une grande échelle. On y travaille depuis 40 ou 50 ans. Ce qui est fou dans les travaux de cette époque, c'est qu'on ignorait comment les étoiles produisaient leur énergie. Le physicien nucléaire Hans Bethe participait à un séminaire au cours duquel il devait donner une conférence sur le cycle de la fusion nucléaire des étoiles. La veille, il avait rendez-vous avec une dame. Ils sont allés se promener et il a eu cette phrase que je trouve extraordinaire. « Les étoiles sont magnifiques, non? Et à cet instant précis, je suis le seul au monde à savoir pourquoi. » In the sun's core, when these particles are accelerated to high speeds and collide, they fuse. Fusion fuel is an essentially infinite supply and is available to all countries at negligible cost. The fuel for fusion is in common water. Fusion will produce no-noxious chemical combustion products, and there will be absolutely no chance of a runaway reaction. And fusion will not involve materials that could be stolen or used for clandestine purposes. When I came into this project almost 20 years ago, there was a tremendous amount of enthusiasm. Everyone was confident of success. In the Zeta apparatus, we have produced temperatures which are about 1/3 of those at the center of the sun. That this enthusiasm was a kind of ignorant enthusiasm. As fusion researchers have painfully discovered, it's just not that simple. After this initial enthusiasm, then came a decade of caution and skepticism. And now, after 20 years, we are back to enthusiasm. In the early 1980s, we expect to create many thermal megawatts of fusion energy for the first time. La planète a besoin d'une énergie colossale, qui jusqu'à présent a été fournie par les combustibles fossiles. Grâce à cela, on a fait un bon bout de chemin, mais on doit s'arrêter. On teste donc des énergies alternatives. Néanmoins, ça s'avère très difficile d'en trouver une qui soit aussi pratique et aussi rentable que le pétrole, le gaz et le charbon.
On connaît deux méthodes de production d'énergie nucléaire, la fission et la fusion. La fission consiste à briser en deux un gros noyau, ce qui dégage beaucoup d'énergie. C'est ainsi que nos réacteurs fonctionnent, et ça marche très bien. Il y a aussi la fusion. Ça me plaît. C'est beaucoup mieux. On fait fusionner deux petits noyaux pour obtenir un atome d'hélium. Ça produit beaucoup d'énergie. Si la fusion était utilisée sur toute la planète, on pourrait extraire le combustible des océans pendant des milliards d'années. Mais alors, si la fusion est aussi géniale, pourquoi on ne s'en sert pas? Eh bien, le hic, c'est que la fusion est très difficile à obtenir. En physique, la fusion, c'est la fusion de deux noyaux. En général, on utilise des noyaux ou des isotopes d'hydrogène. Lorsqu'ils se percutent, ils fusionnent et donnent un noyau d'hélium en libérant une grande quantité d'énergie sous la forme d'un neutron rapide. C'est la réaction nucléaire. Le problème est que ces noyaux ont tous les deux une charge électrique positive et se repoussent. Ils partent là ou là, mais ne fusionnent pas. Pour fusionner, ils doivent se heurter à très grande vitesse. Or, dans un gaz, la vitesse dépend de la température. Il faut le chauffer afin que l'agitation thermique soit assez élevée pour provoquer la collision des noyaux. La température requise est de 150 millions de degrés. C'est comme ça que les étoiles fonctionnent. Elles sont tellement chaudes qu'il se produit une réaction de fusion. Sur Terre, on doit porter le gaz à cette température. Autre problème, un gaz aussi chaud va se refroidir très rapidement. On injecte de l'énergie pour le chauffer, mais la chaleur s'échappe. Mais quand le gaz est suffisamment chaud, les atomes fusionnent et libèrent de l'énergie. L'idée est donc de libérer plus d'énergie qu'on en injecte. The most ambitious attempt to harness fusion as a source of power is taking shape in France. The project is costing £13 billion and it's being backed by a whole swathe of countries around the world. Le tokamak ITER comportera environ 1 million de pièces. C'est un vrai cauchemar de savoir où elles se trouvent, où elles vont et à quoi elles ressemblent. Le montage du tokamak se fait du bas vers le haut. Il n'y a donc qu'une seule façon de procéder. Quand une pièce manque, on est obligé d'attendre pour continuer. Il est donc essentiel de tout planifier et de faire en sorte que chaque pays nous livre chaque pièce en temps et en heure. Tous les participants veulent assimiler l'ensemble des technologies. Par conséquent, on confectionne la fabrication d'une pièce d'un composant à l'un d'eux et une autre pièce du même composant à un autre, de façon à ce que tout le monde apprenne. Heureusement, chaque composant ne comprend généralement pas plus de 3 ou 4 pièces. On doit communiquer avec tous les autres membres, comme on les appelle, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. On n'a pas un seul interlocuteur, mais 3 ou 4 pour le même composant. Étant donné qu'on repousse les limites de la technologie, on tombe parfois sur des problèmes inédits, mais il faut absolument les résoudre. Critics point out that the costs have trebled in 5 years, and they say the whole project is a gamble that won't pay off. Cette organisation complexe et notre budget nous permettront d'être dans les temps. Actuellement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, tenir les délais. What's slowly taking shape here in the southern French countryside could provide the answer to the world's energy crisis, or it might prove one of the most expensive failures in scientific history.
Quand j'ai commencé à travailler sur la fusion au milieu des années 80, tout le monde pensait que ça marcherait et que le procédé serait généralisé en une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, ça fait 35 ans, non, 30 ans que je travaille dessus. Jusqu'en 2000, on a avancé à une allure vraiment soutenue. Mais depuis, on est confronté à un problème. Pour passer à l'étape suivante, on a besoin d'une machine plus grosse. Et malheureusement, la construction d'une telle machine est plus longue et beaucoup plus complexe. Je sais que je serai à la retraite avant qu'ITER ne fonctionne. Je suis comme un bâtisseur de cathédrale. Celui qui posait une brique, puis une autre, et ainsi de suite pendant toute sa carrière, et qui ne voyait jamais la cathédrale, parce qu'on mettait des siècles à construire. Le délai de construction d'une installation comme ITER est d'une centaine d'années. Le tokamak a été inventé il y a longtemps en Union soviétique. L'idée d'une énergie issue de la fusion nucléaire a été trouvée par Oleg Lavrentiev, loin de tout, sur l'île de Sakhaline. Il n'avait pas fait d'études. C'était un autodidacte. Il est le premier à avoir eu l'idée d'un réacteur de fusion nucléaire. Il l'a transmise à Moscou et a été reçu par Staline. Il n'avait pas raison sur tous les points. Mais sa proposition a conduit Andreï Sakharov, un vrai scientifique, à imaginer une vraie solution. Le tokamak. On est alors tombé d'accord sur l'importance d'une coopération internationale dans ce domaine. Je m'appelle Evgeny Velikhov et aujourd'hui j'ai le titre de machin chose honoraire. On est passé à l'étape suivante à l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. J'ai eu une idée. Je lui ai dit de proposer la construction d'un réacteur de fusion à François Mitterrand. Tout le monde n'était pas franchement optimiste. Et puis, c'est à ce moment-là que Gorbatchev a rencontré Ronald Reagan à Genève, pour la première fois. On a connu un tas de premiers ministres et de présidents depuis. L'Union soviétique a disparu, remplacée par la Russie. L'aventure a dépassé le cadre de la politique.
Le plus difficile est d'assembler les pièces immenses au millimètre près. C'est particulièrement vrai des aimants appelés bobines de champ toroïdal. Ce sont ces bobines qui créent le principal champ magnétique d'ITER, c'est-à-dire la bouteille magnétique qui confine le plasma et le maintient à l'écart des parois. Or, l'homogénéité et l'efficacité du plasma dépendront de la précision de leur assemblage. La finesse et la rigueur du montage des aimants détermineront les performances futures d'ITER pour des décennies. C'est pourquoi c'est un vrai défi. J'ai été ravi qu'on décide de lancer la construction d'ITER. Quand on m'a chargé de la fabrication des bobines de champ toroïdal, c'est un rêve qui se réalisait. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est important qu'on prenne des précautions en amont pour éviter qu'en voyant des fissures, les gens disent « Ah, c'est pas notre faute ». Personne ne voudra l'assumer. Aucun de nous ne pense que la fissure se propagera, mais mieux vaut le prouver. Bonjour. Bonjour. Pour faire ce boulot, il ne faut pas craquer facilement. Il faut être très sûr de soi parce que sinon, on sera paralysé par la trouille. Bien que le projet ITER soit actuellement la plus grande collaboration scientifique internationale du monde, personne n'en a entendu parler. ITER est financé par des fonds publics. Le projet est entièrement subventionné par l'ensemble des pays participants. Autrement dit, c'est le contribuable qui paye les travaux. C'est pourquoi la transparence et une politique d'ouverture font partie de nos priorités en matière de communication. Je ferai remarquer que tout dépend des sommes investies en fonction du temps. Puis j'enchaînerai en disant « Voilà le financement des États-Unis, financement qui n'a cessé d'augmenter jusqu'en 1978, avant de diminuer de façon notable en dollars constants. » C'est compréhensible et très honnête, mais je ne veux pas. Tu parles du financement des États-Unis. Or, lors d'une présentation officielle, il ne faut critiquer personne. En revanche, on peut dire c'est difficile. Dans les années 70, les subventions crevaient le plafond parce que tout le monde voulait des résultats immédiats. Et puis, c'est retombé. Mais on a réussi à tenir. Et aujourd'hui, on construit le plus grand réacteur de fusion du monde. La bonne nouvelle, c'est que nous, ça va. Mais qu'en sera-t-il des générations futures? Je suis étonné de la modicité des financements. Auriez-vous pu avancer mieux et plus rapidement s'ils avaient été plus importants? Oui. Une étude a été menée dans un pays membre, que je ne nommerai pas, dans les années 70. Le résultat avait montré que si on avait maintenu un niveau de financement de l'ordre de 800 millions d'euros par an, la construction d'un réacteur de type ITER aurait été achevée en une vingtaine d'années. Avec un montant de 500 millions, on passait à une durée de 30 ans. Le point de non-retour aurait été atteint avec un investissement de 300 millions par an seulement. Dans ce cas, il aurait fallu une éternité pour terminer. Compte tenu des coûts de technologie de soutien et des frais administratifs, avec une enveloppe de moins de 300 millions, on faisait une croix sur la fusion.
Et justement, ce pays n'a jamais investi plus de 200 millions dans le projet. Plus les sommes sont élevées, plus le retour est rapide. Or, on a investi les clopinettes. Je doute que l'idée d'un réacteur de fusion à hydrogène soit accueillie favorablement aux États-Unis. La majorité des Américains ne comprend toujours pas la différence entre la fission de l'uranium, qui est le principe de réaction des centrales nucléaires depuis plus de 40 ans, et la fusion de l'hydrogène, que je considère comme la méthode de l'avenir. D'abord, c'est un défi phénoménal sur le plan de l'ingénierie. Sans compter que relever un défi de cette ampleur à un coût fixe est une gageure en soi. Ensuite, il faut surveiller étroitement les coûts et les délais si on veut que les pays financeurs continuent de subventionner le projet et soient réellement convaincus qu'il vaut l'argent investi. Je m'intéresse à la fusion depuis mon enfance. J'avais 8 ans quand ma mère m'a offert mon tout premier livre scientifique. C'était sur le Soleil. Je me souviens encore parfaitement de l'illustration qui montrait un train de marchandises long de centaines de millions de kilomètres. Il transportait la quantité de charbon équivalente à l'énergie produite par la fusion du Soleil en une seule seconde. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai pas voulu travailler dans ce domaine. À l'époque, il n'y en avait que pour le tokamak, qui reste le type de réacteur de fusion le plus subventionné. Du coup, je m'étais dit, ça y est, c'est réglé. Et je m'étais tourné vers l'astrophysique. Mais très vite, il s'est avéré que non, ce n'était pas réglé. La première erreur a été commise par le gouvernement, qui a décidé dans les années 70 de mettre tous ses œufs dans le panier du tokamak. 40 ans plus tard, on est obligé d'admettre qu'on ne sait pas quelle méthode permettra d'arriver à la fusion. Et on sait encore moins quelle méthode de fusion sera la plus économique. Il est donc nécessaire d'aborder les choses sous un angle plus global et d'étudier toutes les bonnes idées. Par bonnes idées, je n'entends pas celles dont je pense qu'elles pourraient marcher, mais celles dont je ne peux pas prouver qu'elles ne marcheront pas. C'est une question vitale pour l'humanité. Quelle est la source d'énergie susceptible de remplacer les combustibles fossiles et qui soit à la fois sûre, propre, illimitée et plus économique que toutes celles dont on dispose aujourd'hui? À l'époque, j'habitais sur l'île Bowen. Et à vélo, je mettais 10 minutes pour aller au garage. Dès que les pièces arrivaient, je les assemblais. Je menais toutes les expériences moi-même. De toute façon, j'étais tout seul. C'était vraiment super, j'adorais ça. J'ai construit la machine, puis j'ai commencé à la tester. Mais les résultats n'étaient pas bons, ce qui généralement est le cas. Alors j'effectuais des réglages et peu à peu, je suis parvenu à créer des neutrons. J'étais absolument ravi de mes neutrons. Puis au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver des investisseurs. Ma société s'est développée et a prospéré, mais ça a été de moins en moins drôle. La situation énergétique de la planète me paraissait catastrophique. On fonçait droit dans le mur à toute allure, mais apparemment tout le monde s'en moquait. C'est à l'occasion de mon anniversaire, mes 40 ans, que j'ai fait une belle crise existentielle. Je me suis dit, je change, j'arrête mon boulot et je me consacre à la fusion. Au centre de la machine,
se trouve une grosse sphère remplie de métal liquide. Ce métal est pompé dans les tuyaux où il entre en rotation. Il est injecté près du bord et tourbillonne. Ce mouvement crée un vortex parce que la force centrifuge empêche le métal liquide de retomber au centre du dispositif. On lance alors simultanément les 14 pistons qui sont parfaitement synchronisés. L'onde acoustique comprime le liquide et le vortex s'effondre sur le plasma qui chauffe sous l'effet de la compression. On espère ainsi atteindre les 150 millions de degrés, la température nécessaire pour que les atomes fusionnent. Cette machine, ce sont des pistons, des anneaux, du métal, des tuyaux, bref, de la plomberie. Ce ne sera pas très compliqué de la transformer en une centrale. D'ailleurs, à General Fusion, je dis souvent à mes ingénieurs, si ça ne se trouve pas dans un magasin de bricolage, je n'en veux pas. Le tokamak et la fusion par laser ont plus de chances de marcher, parce que le procédé physique de compression du plasma par un champ magnétique est nouveau. En revanche, il y a peu de chances pour que ces centrales-là soient rentables, parce que leurs machines sont extrêmement complexes. Je suis sûr de pouvoir faire fonctionner la nôtre. Je crains seulement qu'on soit à court d'argent avant d'y arriver. On pourrait y parvenir avec l'aide du Japon, de l'Europe, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait effectuer dans des délais raisonnables, mais on ne pourra pas faire de miracle. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Je peux seulement faire mieux à partir de maintenant. Je croyais que vous aviez un plan bien meilleur en termes de solutions technologiques et d'ingénierie. Quoi qu'il en soit, vous devez nous convaincre qu'on y sera d'ici 10 ans. Ce matin, j'ai demandé à la directrice générale la raison de cet échec et pourquoi on avait perdu 10 ans. D'après elle, c'est une question de gestion. Est-ce que ça va changer ? Beaucoup de choses dépendent du projet ITER. Tous les programmes de recherche sur la fusion en Chine, en Europe, aux États-Unis, etc. en dépendent. Si ITER ferme, un tas de gens perdront leur emploi. Et ça signera l'arrêt de mort de la fusion. Sinon à jamais, ou du moins pour très longtemps. Plus personne ne voudra parier sur la fusion avant longtemps. Voici nos locaux. Comme c'est un entrepôt, ce n'est pas cher du tout. Il faut dire que dans la fusion, la plus grande partie de l'argent doit être investie dans la recherche et le matériel, y compris chez nous. Nos voisins et nous-mêmes sommes protégés des émissions de neutrons par 90 cm de béton.
ainsi que par ce tissu en maille de cuivre qui bloque les ondes radio. Le dispositif principal fonctionne comme un gros interrupteur. À pleine puissance, les 12 seront en liaison. On me demande comment on obtient de si bons résultats avec si peu de moyens. Est-ce que ça veut dire que je suis 1000 fois plus intelligent? Non. Mais on a choisi une technique plus simple. Le plasma, l'état de la matière le plus abondant dans l'univers, est conducteur. Dans cet état, les électrons sont arrachés aux atomes et se déplacent librement. Ce qu'on appelle la striction provoque des instabilités au cœur du plasma, qui est alors pincé en une multitude de filaments. En règle générale, on tend à supprimer les instabilités de manière à ce que le plasma reste tranquille comme un gentil chien. Le problème est que le plasma ne veut pas rester tranquille. Chercher à le confiner pendant suffisamment de temps pour obtenir une réaction de fusion revient à essayer de contenir des vers de terre sans boîte. Ici, nous imitons la nature. En effet, dans la nature, les éjections solaires, les quasars et les galaxies sont distribuées le long des filaments de matière qui organisent l'univers. La technique du Dense Plasma Focus consiste à ne pas éliminer les instabilités, mais à les utiliser pour comprimer et confiner le plasma. 20, 30, prêt, feu. Du coup, la machine est bien plus petite, l'énergie bien plus concentrée et la construction du dispositif bien moins chère. C'était le préallumage. Vous avez entendu? Je veux être sûr qu'il n'y a pas d'auto-allumage. J'ai entendu un petit bruit que je n'ai pas identifié. 20, 30, prêt, feu. Non. À notre connaissance, il n'y a aucune raison physique pour que ça ne marche pas. Plus encore, personne ne nous a expliqué pourquoi ça ne pourrait pas marcher du point de vue physique. Or, on communique énormément sur notre projet. On publie des articles dans des revues scientifiquement validées. Certains disent qu'il y a peu de chances pour que ça marche. Mais ça, c'est leur point de vue. Moi, je dis que comparé à tous les autres projets privés, pour le moment, c'est le nôtre qui obtient les meilleurs résultats. Je me présente. Je suis le directeur général de l'organisation internationale ITER. Et en tant que tel, je suis très honoré de prendre la parole devant vous. Comme vous le savez, le projet ITER est très prometteur. Vous savez tous qu'il existe un certain nombre d'énergies renouvelables et nous souhaitons vivement qu'elles se développent. Mais pour le moment, il est clair qu'elles ne sont pas en mesure de répondre aux attentes du monde. Désolé. Je vais le couper. Allô? Oui? Qui êtes-vous? Nous sommes tous derrière lui pour l'aider à résoudre cet immense casse-tête. Ce ne sera pas la même chose avec lui. Les deux premiers directeurs étaient japonais et forcément, des cultures différentes abordent les problèmes différemment et n'ont pas les mêmes priorités. Monsieur Bigot est européen et pour nous, ce sera sûrement plus facile de comprendre ce qu'il veut. S'il est possible de démontrer que ça fonctionnera pour des milliers d'euros, je suis prêt à attendre 20 ans. Mon problème n'est pas là. La contribution européenne, c'est 6,6 milliards à l'engagement actuellement. D'accord? 6,6 milliards. Et on sait qu'il va falloir en rajouter.
Et la contribution européenne, c'est 45% du coût total estimé. Vous êtes tous de bons mathématiciens. Voilà, maintenant vous venez avec le nombre qui convient. Voilà. On parlait de 16 milliards, monsieur. Je ne vais pas me disputer sur 15, 16, 12, etc. Non, c'est juste pour pas qu'on écrive des bêtises. Voilà. C'est certainement plus de 12 milliards. La session est ouverte. Soyez les bienvenus à cette séance intitulée « Vue d'ensemble sur la science de l'énergie de fusion ». Compte tenu de la complexité d'une collaboration comme ITER, le projet a été confronté à des difficultés particulièrement nombreuses. Combien les États-Unis ont-ils investi ces 10 dernières années? Pensez à ce que nous avons dépensé rien que pour importer du pétrole. Je suis convaincu que ce projet pourrait être tellement bénéfique pour le monde que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'expliquer. Laissez-moi vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses extraordinaires dans ce monde. Je sais. Extraordinaires. Dont ITER. ITER en fait peut-être partie, oui. Mais nous jugeons chacune d'entre elles à l'aune de leur coût et de leurs chances de réussite. Ma femme et moi avions prévu d'aller à Aspen. Peu avant, mon père m'avait dit « Apparemment, les Argentins vous ont devancé dans le domaine de la fusion ». Il avait lu dans un article du New York Times qu'un certain Ronald Richter avait obtenu une réaction de fusion contrôlée et que Perron en avait fait toute une affaire. J'ai lu cet article et puis nous sommes partis pour Aspen. Au cours du séjour, pendant que je skiais, j'ai réfléchi. Je me suis demandé comment on pourrait s'y prendre pour mettre en œuvre certaines des idées générales que j'ai développées plus tard sous la forme du Stellarator. Spitzer a inventé une machine géniale, le Stellarator. Les Stellarators sont des dispositifs complexes et leur champ magnétique n'est pas totalement imperméable. Mais ils n'ont aucun problème d'instabilité du plasma. Depuis 10 ans, ils se sont encore complexifiés. On dirait des calamars en train de se battre entre eux. On rentre dans l'ordinateur la configuration du champ magnétique désiré, puis on le laisse faire les calculs avec les types de bobines possibles pour qu'il détermine la bonne configuration. Ça donne ce truc complètement bizarre. Cool, non? Des questions avant qu'on passe au tokamak? Parfait, on continue. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans la réunification de l'Allemagne. Il est largement cofinancé par l'Europe, mais c'est notre équipe qui le gère. Nous avons fait en sorte d'avoir des jeunes physiciens capables de travailler sur la nouvelle machine de manière collective. Le Wendelstein ZX est un réacteur de type Stellarator optimisé dont la conception remonte à une vingtaine d'années. Les Allemands ont fondé un institut tout nouveau pour construire une machine qui n'avait jamais été fabriquée. Et sans surprise, l'entreprise s'est avérée bien plus complexe, coûteuse et difficile qu'ils ne l'avaient prévu. Meine Damen und Herren, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel. Ich bin natürlich gerne der Einladung heute gefolgt, gemeinsam mit Ihnen das erste Wasserstoff-Plasma-Experiment hier am Wendelstein 7X zu starten.
Und da kann man wieder sagen, es ist ein Startschuss für ein weltweit einzigartiges Experiment, das uns der Energiequelle der Zukunft einen entscheidenden Schritt näher bringen kann. Frau Kanzlerin, drücken Sie rauf. Jawohl. Gut, vielen Dank. Der Countdown läuft. Da läuft er. So, jetzt sind wir gleich soweit. Bitte. So, wir haben es kurz gesehen. C'est un grand moment, un grand moment. Nous avons franchi une étape décisive dans l'histoire de la fusion. Le Stellarator a parfaitement fonctionné. Bravo. C'est une grande scientifique. Elle sait organiser son équipe et distinguer les priorités. Je pense sincèrement que c'est à elle que l'on doit cet exploit. Nos travaux sur la fusion avancent un peu moins vite qu'on ne l'espérait quand on a fondé cette entreprise. On a commencé avec enthousiasme. Puis on a rencontré des difficultés et du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu. Au départ, on était une petite start-up rikiki. Mais aujourd'hui, on emploie plus de monde. On s'est agrandi et on a eu quelques résultats. Le moral est bon. Mais désormais, on sait que ce sera plus une course de fond qu'un sprint. Je ne suis pas contre le fait qu'on retrouve notre férocité. Eh bien, À mon avis, on devrait essayer toutes les cibles disponibles. D'accord, mais... Parce qu'on ignore ce qui pourrait marcher. On a déterminé plusieurs tâches. Je sais, mais... Et on est en train d'essayer de les répartir. Non, on n'a pas assez de monde pour faire le boulot. Et c'est pour ça qu'on voulait embaucher du monde. Mais là... on vient de créer une nouvelle tâche. Oui. Attention. Je comprends le problème. Bien. J'aime la mécanique. Je suis un physicien expérimentateur. C'est vrai qu'au boulot, je ne mets plus les mains dans le cambouis. Ce sont mes gars qui travaillent. Et moi, je m'occupe de la paperasse et je réponds aux courriels. Parfois, je passe au labo et je vise des trucs simplement parce que j'aime ça. Ça, c'est un de mes hobbies. Je m'appelle Mark Yoran. J'ai été le directeur de la division de la Station spatiale internationale à la NASA. J'ai travaillé pendant 28 ans sur le programme de l'ISS et aujourd'hui, je travaille sur le projet ITER du côté américain. Dès la première année, quand j'ai commencé à rencontrer les participants dans le monde entier, j'ai été particulièrement frappé de voir à quel point les deux programmes se ressemblaient. Dans la phase finale de la conception de l'ISS, c'était le chaos le plus complet. À ce moment-là, on n'avait pas encore réussi à faire en sorte que le processus décisionnaire soit concordant avec les méthodes d'ingénierie système. Quand je suis arrivé ici il y a 4 ans, c'était la même chose. Il y avait grand besoin de mettre en place une méthode stricte et organisée d'ingénierie système. En 4 ans, les choses ont progressé. C'est un test décisif pour notre civilisation. Un test auquel elle ne peut pas se permettre d'échouer. Nous devons montrer que nous sommes assez intelligents pour empêcher notre propre extinction.
C'est la première fois que je le vois. Je suis vraiment très content. Je suis arrivé ici le 14 février 2008. J'ai quitté le centre de recherche en physique des plasmas de Lausanne et le lendemain, je me mettais au travail. Super. Je vais sur le chantier. Ça fait bizarre d'être ici et de se dire que dans une dizaine d'années, il fera une température de 100 millions de degrés au-dessus de nous. 4,50 m plus haut, on aura le premier niveau, le système de Koji. Ce sera là. Il suffit juste d'être patient. Je suis curieux. Vous savez exactement qu'est-ce qui ça va venir ici? Quel est le but de ce projet? Je suis curieux. C'est pas un test, c'est pas un examen. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on fait? C'est du nucléaire. Mais nucléaire, mais en fait... Après, exactement, les molécules et tout ça, on ne sait pas trop, c'est pas trop notre métier. Ouais. Notre métier, c'est plus le coffrage, voilà. Mais après, ce qui va se faire plus tard, on n'est pas trop dans le... Dans les physiques de plasma et tout ça. Ce qui se passe, mais voilà. Dans le futur, on utilise comme un litre de l'eau de la mer. On enlève juste un petit peu, on met dans cette machine et ça donne l'énergie. Et dans chaque litre d'eau, c'est équivalent de quelque chose comme 350 litres d'essence. Oui, c'est un prototype pour remplacer les autres centrales. Oui, exact. Du nucléaire et aussi des fossil fuels, le charbon, les pétroles et tout ça. Moi, comme un gamin, j'avais envie de faire ça, en fait. À l'âge de 14 ans. J'ai décidé que j'avais envie de faire le physique et de faire ça. Du bout de 14 ans? 14 ans. Je suis un petit peu débile mental. C'est un bon mentalité. Non, mais j'ai jamais pensé de réaliser mon rêve. Mais en même temps, je trouve que ce que vous faites, c'est la même chose. C'est un rêve dans le sens parce que vous faites quelque chose... Grâce à vous, c'est grâce... Well, grâce à nous. Oui. C'est nous qui faisons. C'est nous ensemble. On a eu beaucoup de fierté parce qu'on est conscient que c'est l'avenir du monde se joue ici aussi. Oui. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, c'est l'avenir. Oui. Ouais. Le réacteur ITER fonctionnera probablement et prouvera que la fusion est réalisable. Mais le projet en lui-même est très difficile à mettre en œuvre. C'est une entreprise internationale, ce qui engendre de nombreux problèmes de gestion. Le budget et les délais initiaux vont exploser. C'est devenu une vraie tour de Babel qui brûle l'argent 2 fois plus vite qu'il ne le faudrait. Mais le réacteur sera construit et il fonctionnera. Les effets en matière de fusion seront extrêmement bénéfiques, puisqu'on aura démontré que c'est faisable. En revanche, la centrale en tant que telle ne sera pas pratique. C'est une machine très complexe, très coûteuse, et pas totalement fiable, car le plasma est instable et risque de l'endommager. On a du mal à imaginer qu'au quotidien, ça puisse devenir une centrale sûre. En tout cas, ça provoquera un regain d'enthousiasme pour la fusion. Aujourd'hui, quand il est question des énergies alternatives, on n'entend jamais parler de la fusion. L'éolien, le solaire, l'énergie marémotrice, la crotte de poulet, oui, mais jamais la fusion.
Voilà le tout nouveau pont de Portman, un ouvrage à haubans. Il est très chouette. 1 milliard de dollars. C'est ce qu'il a coûté. Le budget se monte à 20 milliards en 20 ans pour la fusion. L'équivalent d'un pont par an pour développer une source d'énergie nouvelle, en remplacement des combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique. Allons-y. Un pont par an, c'est des clopinettes. J'espère qu'on y arrivera bientôt. Pour ma part, je travaillerai dessus jusqu'à ce que ça marche. C'est le rêve de toute ma vie. Je veux qu'on maîtrise la fusion.